Bonjour à tous, comme prévu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois je vais répondre à toutes vos questions, celles que vous m'avez laissées sur Facebook et YouTube, je les ai devant moi, j'ai rien préparé, je vais y répondre comme ça. Mais avant de commencer, je tiens à m'excuser pour ceux qui s'attendaient à avoir plus de vidéos de ma part. Effectivement, j'en publie à peu près une tous les mois. J'ai du mal à faire tout ce qu'il y a à faire pour faire une vidéo YouTube, le montage, tout ça. En plus de toutes les activités de Calaouette. Je vous avais dit dans une précédente vidéo que je chercherais un caméraman et quelqu'un pour faire le montage. Le principal problème, c'est que la chaîne YouTube ne rapporte pas assez de sous pour pouvoir dégager un salaire pour que quelqu'un fasse ça. Et que comme la chaîne YouTube, c'est ma seule source de revenus, si quelqu'un venait à monter les vidéos et tout, évidemment, ça pourrait pas être un salaire dégagé de Calaouette, puisque les revenus de la chaîne YouTube sont mes seules sources de revenus. Donc, si je devais financer quelqu'un, ce serait à partir des fonds de YouTube. Voilà. Donc je vous fais cette vidéo et ensuite viendra les vidéos, les images sont là, de l'envoi des animaux vers le site de relâcher à Sumatra, tout ça. Il se passe plein de choses positives. Ok, on commence avec la première question de Dianique Beauchef. Subis-tu des pressions de la part des autorités ou de la population? Quelles sont les difficultés que tu rencontres lorsque tu achètes des terrains? Alors les difficultés lorsqu'on achète des terrains, il y en a beaucoup. Ça commence par les limites des terrains qui sont pas forcément toujours très claires. Ensuite, lorsque les terrains se trouvent sur les limites de deux communes, par exemple, ça va être un souci avec les communes. Parfois, le propriétaire veut vendre le terrain, mais la famille veut pas, donc il nous faut un accord avec toute la famille. Enfin, c'est beaucoup de soucis avant d'être certain de pouvoir faire une transaction. Après, subir des pressions, oui. Des autorités, oui. À l'heure actuelle, par exemple, compagnie de charbon qui souhaite faire une mine au nord de la réserve d'Oulan, pas dans la réserve, mais pas très loin de la réserve. Avec les villageois, on fait front pour que ça n'arrive pas. Donc évidemment, on est toujours dans une situation compliquée, mais pour ceux qui sont déjà venus à l'Assemblée Générale, je l'ai déjà expliqué, à l'heure actuelle, on doit faire extrêmement attention par rapport aux autorités, c'est-à-dire qu'ils n'acceptent aucun message négatif. Donc on doit se concentrer sur nos activités, mais je ne peux pas dénoncer, comme j'ai pu le faire il y a quelques années, les problématiques qu'on peut observer ici, une déforestation toujours galopante, voire qui de nouveau reprendre de la vitesse pour l'huile de palme et aussi pour le charbon dans les zones épargnées par l'huile de palme. Donc ça sent pas bon quand on voit ce qui se passe actuellement à Bornéo, d'où l'intérêt d'essayer de sauver des poches de forêt en dehors des zones de conservation existantes, notamment pour sauver ces orang-outans, ces gibbons évidemment, qui vivent en dehors des zones de conservation. Donc des pressions, oui, c'est jamais facile et ces pressions peuvent prendre plein de visages en fait. C'est rarement, comment dire, ça peut passer par des moyens détournés en fait. Et c'est pour ça qu'il faut être toujours très très vigilant et rester sur sa garde parce que même quand des terrains sont achetés, sécurisés, dans un contexte indonésien, il faut toujours être sur le qui-vive, s'assurer que c'est vraiment, vraiment sûr, quoi. Voilà, on continue. Il y a Jérôme Fontenot. Bonjour Jérôme. Bonjour Chani. Comment faites-vous pour vous protéger des moustiques? Sont-ils plus virulents que chez nous en France? Nous protéger des moustiques, il n'y a pas, quand on est en forêt, il n'y a pas des dizaines de solutions. On met de la lotion anti-moustique. On essaie de se protéger, on essaie de dormir avec des moustiquaires. Évidemment qu'on a le paludisme ici, donc il faut faire attention. Et par contre, pour la maison, par exemple, la maison est sur pilotis et le fait d'être surélevé, être entre 2 et 3 mètres du sol, eh bien ça limite les moustiques parce que les moustiques restent principalement au sol. Ça, les orang-outans l'ont compris. Par exemple, les grands mâles orang-outans qui n'ont pas besoin de faire un nid très haut dans les arbres puisqu'ils sont plus prédateurs, eh bien, ils vont le faire assez haut quand même pour être à l'abri des moustiques. Voilà, donc plus virulent qu'en France, je sais pas, en tout cas je pense qu'il y en a beaucoup plus quand même. Ensuite, il y a Muriel. Bonjour Muriel. Bonjour Chani. Il y a une bonne année de cela où tu nous avais fait comprendre que tes nouvelles vidéos seraient, comment dire, publiées et montées par quelqu'un d'autre que toi pour te permettre davantage de te consacrer à tes priorités. Je comprends parfaitement, mais je me dis en même temps que tu ne liras plus nos commentaires, mais plutôt quelqu'un d'autre. Et j'avoue que depuis ce temps, même si je continue à te soutenir pécuniairement, je suis triste de ne plus lire de réponses de toi, si bien que j'évite de m'exprimer en quelques mots.
Alors oui, j'ai une question, Chani. C'est quand que tu reviens nous voir en dialoguant avec nous? On te sentait bien sourire et c'était sympa, vraiment. C'est gentil, Muriel. Muriel, alors tout d'abord, comme je l'ai expliqué en début de la vidéo, il n'y a personne d'autre qui s'occupe des vidéos YouTube, c'est moi. Mais évidemment, je passe beaucoup moins de temps à monter les vidéos, tout ça. Mais c'est pas dit que ça peut changer un peu dans le futur. Et c'est vrai que tout ce qui est commentaires, j'ai mis aussi le haut là parce que même s'il y a 99 commentaires super positifs, on va retenir que le seul qui est négatif, par exemple, est pour ma santé mentale. J'ai décidé de lever le pied un peu sur tout ça, même si, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est ma principale source de revenus, donc je suis obligé quand même de m'intéresser à YouTube. C'est aussi un très très bon moyen de faire connaître l'association. D'ailleurs, on met une chaîne en ligne, Chani Kalawet USA, qui sera complètement doublée en anglais, pour essayer de faire en sorte moins de vidéos, mais sur vraiment 3 plateformes, la chaîne française, la chaîne indonésienne et la chaîne anglophone. Donc moins de vidéos, mais en espérant que ces vidéos aient plus d'impact. Moins de vidéos, encore une fois, parce que j'étais très proche du burn-out il y a quelques temps. C'était compliqué. Il y a Puma qui aboie, il vous dit bonjour. Donc voilà, c'était compliqué. Donc sachez que c'est toujours moi qui suis derrière les manettes. Muriel, si vous laissez un message, c'est moi qui le lirai, si je le lis, parce qu'encore une fois, je passe pas beaucoup de temps sur YouTube, pardon. Mais je vais tâcher d'y remédier. Si je vois des commentaires avec Muriel, je tâcherai de vous répondre. Promis, 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 et merci beaucoup de nous soutenir. Voilà, c'est juste une question de temps et une question de prendre un peu de distance avec tous les retours qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, etc. Même si je suis obligé de m'en servir, c'est extrêmement important pour Kalawet, pour nous faire connaître. Mais voilà, juste lever le pied pour éviter le burn-out. Ensuite, et bonjour Hélène Allaire. Bonjour Chani, je cite souvent l'exemple de Kalawet lors d'événements de sensibilisation pour la conservation de la faune sauvage sur la problématique de réintroduction. Actuellement, combien de couples de gibbons sont prêts à être relâchés, mais pour lesquels vous ne trouvez pas encore de territoire viable? Alors, combien de gibbons sont prêts à être relâchés, mais pas de territoire viable? Aujourd'hui, je dirais, les chiffres exacts, je n'ai pas en tête sur Bornéo, on a à peu près une vingtaine de familles, donc une quarantaine d'individus qui seraient prêts à être relâchés. Non seulement il est difficile de trouver des sites de relâchés sans gibbons sauvages, comme ils sont très territoriaux, on ne peut pas les relâcher, mais lorsqu'on en avait trouvé un, je vous avais d'ailleurs fait une vidéo l'année dernière sur l'île Maya dans l'ouest de Bornéo, et bien tout simplement on nous interdit, là on nous a donné un nom catégorique, donc il n'y a plus du tout d'espoir, pour relâcher sur l'île Maya, pour la bonne et simple raison que ce n'est pas dans la même province. Donc pas dans la même province, comme si la biodiversité devait s'arrêter aux limites administratives que l'État a pu mettre en place. Et évidemment, ça n'a pas de sens. Mais administrativement parlant, l'île Maya se trouve, ce serait vraiment le site idéal pour relâcher les gibbons, bien se trouve dans la province ouest de Bornéo, alors que nous on est dans la province centre. Donc les autorités nous ont dit juste non. Donc non seulement c'est difficile de trouver des sites viables de relâcher, et en plus, quand on en trouve, on nous met des bâtons dans les roues. Et au final, les autorités aimeraient bien nous voir relâcher comme ça en vrac les gibbons, puisque pour eux, c'est toujours un succès, puisqu'ils ne les suivent pas. Donc on est vraiment obligé de se battre pour qu'on ne nous oblige pas à lâcher les gibbons n'importe comment. Heureusement, à Sumatra, en même temps, dans la même province que le centre de Sumatra, on a pu trouver un site de relâcher. Donc je vous montrerai tout ça dans une vidéo, promis, les images sont faites. L'envoi des animaux sur les pentes du volcan Merapi à Sumatra. Donc là, on a 8 familles qui sont actuellement dans les volières d'acclimatation pour être relâchées là-bas. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Donc à Sumatra, la plupart des gibbons prêts à être relâchés sont ou déjà relâchés, comme les 25 siamans actuellement suivis qui sont libres sur le site de relâché à Sumatra. Et les gibbons sont dans les volières d'acclimatation. Ils seront relâchés d'ici, je pense, un petit mois. Voilà. Hormis les ours, y a-t-il d'autres animaux pour lesquels vous rencontrez des difficultés à trouver des solutions de réintroduction en milieu naturel? Oui, effectivement, les ours. Les crocodiles, c'est politiquement pas très correct, malheureusement. Donc c'est compliqué. Et les gibbons, c'est vraiment les animaux qui nous posent souci. Toutes les autres espèces de singes, par exemple, les espèces de singes qui sont sociales, il suffit de faire des groupes et de les relâcher, donc on y arrive plus ou moins bien. Mais là où on a vraiment des soucis, c'est les ours, il n'y a aucun espoir.
Et les crocos, ça dépend des autorités, mais les crocos qui ont été nourris par les humains pendant très longtemps, pas bon, pas bon. Merci pour ce temps dédié à nos questions. Bon courage à toute l'équipe. Bonjour. Non, merci beaucoup, je voulais dire. Merci beaucoup, Hélène. Merci Hélène pour votre question. Donc ça, c'était sur la page Facebook Chani. J'ai répondu, je crois, à toutes vos questions là. Il y avait aussi un bonjour de Daphné Sorn. Bonjour. Et on passe sur la chaîne sur YouTube. Alors, vos questions sur YouTube. Tu pourrais présenter ton matériel pour faire tes vidéos, drone, caméra, etc. Alors, bon, que c'est très technique, je vais l'écrire dans la description, hein. Comme ça vous aurez les infos. Une question de Louis Guinet. Est-ce que Doulan est ta priorité numéro 1 et où considères-tu que les différentes réserves sont de même valeur? Alors, c'est pas vraiment les priorités. C'est pas vraiment sur les valeurs ou la valeur de chaque réserve en fait en termes de biodiversité. C'est plus sur l'urgence et les menaces qui pèsent sur ces réserves. Si on fait le choix de vouloir protéger une zone, c'est évidemment que la biodiversité à l'intérieur et la forêt est belle et tout ça. Et donc ça vaut le coup. Mais par exemple, entre la réserve Soupayang à Sumatra et la réserve Doulan à Bornéo, la réserve Doulan étant cernée par l'industrie de l'huile de palme, du charbon, les pressions s'intensifient, la priorité reste sur Doulan pour sécuriser encore un maximum dans cette zone-là avant les acteurs de la déforestation. Alors qu'à Soupayang, où on a le tigre, on a une biodiversité exceptionnelle aussi, les menaces sont moins fortes. Elles viennent plus directement des populations locales qui seraient prêtes à couper les arbres pour revendiquer ou un droit à la propriété ou pour faire des plantations de café ou de choses comme ça, et de la chasse malheureusement. Mais la pression est bien moins forte qu'à Doulan. Donc voilà, les priorités sont plus établies en fonction de l'urgence de la situation sur chaque site. En sachant que la réserve de Pararawen, autour de la maison ici, ne va pas forcément s'agrandir parce que là, en termes de biodiversité, on a sécurisé les groupes de Nazik, leur territoire. Donc c'était l'objectif premier de cette réserve. Donc la réserve de Pararawen qui fait 304 hectares ne va pas grandir et on se focalise sur Doulan et Soupayang à Sumatra, en sachant que Doulan reste la priorité, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à la menace qui pèse sur Doulan. Et puis on espère bien monter d'autres réserves. D'ailleurs, il y a des projets d'extension de la réserve Doulan, je vais vous en parler. On est en train de travailler avec nos partenaires. Donc je vous tiendrai informé très vite de la situation, mais on a on souhaite étendre la réserve vers le sud. Je vous en dirai plus bientôt. Combien de personnel à Calaouet? Un message de Hamid. Alors, combien de personnel à Calaouet? Le chiffre exact, on doit être aux alentours de 66-67 actuellement. Un peu moins qu'avant, puisqu'on n'a plus la radio. Mais c'est à peu près ça. Et avec les employés recrutés juste pour le relâcher, non, pardon, on redépasse la barre des 70. Donc on doit être entre 70 et 72 avec les employés qui ont été recrutés juste pour le relâcher à Sumatra. Alors, une autre question de Pépita. Bonjour Pépita. Le gibbon est-il un primate? Oui. Pourquoi le ouistiti est-il considéré comme un singe au même titre que le gorille? Enfin, si on rassemblait artificiellement des singes d'espèces qui ne sauraient se rencontrer dans la nature, pourraient-ils, avec la limite imposée par leur différence de taille, se reproduire et les hybrides seraient-ils stériles ou pas? Waouh. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un animal est classé comme primate, même s'il est petit, au même titre que le gorille? Pour répondre à ta question, Pépita, ben d'abord, c'est la morphologie, c'est pas la taille, mais c'est la morphologie. Grande ou petite, ils ont des mains, beaucoup, alors pas tous, mais les singes de l'ancien monde, donc Asie, Afrique, ont des pouces opposables. Certains en Amérique latine n'ont pas de pouces opposables, mais ils ont des mains. Leur forme de leur encéphale, surtout, va déterminer si ce sont des primates ou pas. Et puis, leur place dans l'évolution, dans l'arbre généalogique des êtres vivants. Tout ça va déterminer s'ils sont des primates ou pas. Mais c'est avant tout la morphologie, la forme de l'encéphale qui dit que ce sont des primates ou pas.
Alors oui, le gibbon est un primate, évidemment, et il fait partie des grands singes, c'est-à-dire au même titre que le chimpanzé, gorille, orang-outan, bonobo, parce qu'il n'a pas de queue. Encore une fois, dans l'arbre généalogique, il s'est séparé juste avant l'orang-outan sur le tronc commun qui amène à l'humain. Et oui, si toutes les espèces de singes entre elles, d'abord ça ne pourrait pas marcher, mais il n'y aurait pas de petits. Mais par contre, entre deux espèces de gibbons, par exemple, les animaux se reproduisent et les petits ne sont pas du tout stériles. Donc on n'est pas dans la stricte définition de l'espèce qu'on a pu l'apprendre, comme moi j'ai pu l'apprendre à l'école il y a 20 ans. Les différentes espèces de gibbons peuvent se reproduire entre elles et les petits sont féconds. Donc ça reste un souci si jamais justement il y a dans les parcs zoologiques des animaux qui se rencontrent et qui ne devraient pas se rencontrer. Et ça lance aussi un grand débat sur la taxonomie pour certaines espèces de gibbons, notamment à Bornéo. J'en l'avais expliqué dans un des livres. Dari APL 4742, bonjour APL 4742, je suis pas sûr que ce soit votre prénom, mais, on vous définit comme ça sur YouTube. Et comment va la loutre? Il y avait une mygale dans son enclos. Effectivement, j'avais fait une vidéo il y a longtemps, hein, c'était passé dans Vivement Dimanche, dans l'émission de Michel Drucker. Alors à l'époque, j'avais attrapé la mygale pour la sortir de l'enclos, donc il n'y avait pas eu de souci du tout. Et depuis, la loutre a été relâchée. L'année dernière, la loutre a été relâchée par les autorités. Alors je suis pas super content de la manière dont elle a été relâchée parce qu'elle était très imprégnée, mais on n'a pas le choix. On n'a pas eu le choix. Les autorités ont débarqué et ont considéré que la loutre pouvait être relâchée, en sachant que c'est des animaux sociaux, qui sont fidèles en vivant en groupe. Ils l'ont relâchée seule et j'étais pas très content de ça. Donc on croise les doigts pour que tout se passe bien pour elle. Elle sait très bien se nourrir, hein, mais j'espère qu'ils l'ont relâchée dans un endroit, parce que j'ai pas voulu participer au relâcher parce que j'étais pas d'accord. Moi je voulais qu'elle soit avec une autre loutre au minimum, pardon, et ça n'avait pas été le cas. Donc elle a été relâchée. Alors encore une fois, je suis certain qu'elle peut trouver à manger, mais comment ça se passe avec si jamais elle rencontre des humains, ça reste la vraie problématique. Voilà, donc j'ai répondu à vos questions, merci beaucoup. On fera ça régulièrement, comme ça on pourra avoir des échanges si vous avez des questions, si vous avez, ça sera un bon moyen de communiquer. Et là ça me prend pas beaucoup de temps parce que je mets la vidéo comme ça en ligne quasiment sans montage. Donc on va pouvoir faire ça régulièrement, dites-moi si vous êtes d'accord, posez-moi vos questions. Je mettrai à chaque fois un post dédié, comme la dernière fois avec une photo, posez-moi vos questions et on pourra faire ça régulièrement. Donc c'est super, vous l'avez vu aussi dans mes messages, on a perdu quelqu'un qui nous tenait à cœur, quelqu'un qui était très important à Calahuète, Ali, un des soigneurs qui travaillait à Calahuète depuis une dizaine d'années. Il avait qu'une trentaine d'années et malheureusement il nous a quittés. Donc ça nous a tous beaucoup bouleversés et voilà, c'est des choses qui arrivent dans l'équipe de Calahuète, on n'est jamais assez prêt pour ça. Et on se souviendra tous beaucoup de lui. J'espère que vous aussi, j'avais fait une vidéo qui lui était consacrée. Il a vécu pendant des années, H24 à Calahuète, au camp, et il a fait énormément pour les gibbons. Donc voilà, on est tous très tristes de la disparition d'Ali. Et pour terminer, des nouvelles d'El Niño. Alors vous voyez pas vraiment là, mais il y a beaucoup de fumée, des fumées qui viennent du sud de Bornéo. Il y a des incendies dans la tourbe. Alors c'est pas forcément de la belle forêt qui brûle, c'est plutôt de la tourbe qui a déjà brûlé qui rebrûle, mais ça crée énormément de fumée, énormément de pollution. Je vole quasiment quotidiennement tant que la fumée me le permet, pour s'assurer que nos réserves sont en sécurité. Pour le moment c'est le cas. On a eu quelques averses contrairement au sud, donc nous on a un peu plus de pluie que les zones du sud. Mais voilà, on est jusque, je pense, fin novembre, on doit faire vraiment attention au risque d'incendie. Et c'est pour ça que je reste vraiment là à Bornéo. J'ai dépassé à Sumatra, je devais suivre les animaux qui étaient envoyés sur site de relâcher, mais comme il y a eu du retard avec les autorisations, j'ai pas pu attendre, je suis rentré à Bornéo parce que justement, on se focalise sur la lutte anti-incendie ici, la détection avec l'appareil, avec l'avion, détection les plus tôt possible si jamais il y a des pare-feu. Donc voilà, pour le moment tout va bien, on espère que ça va rester comme ça et que les incendies au sud de Bornéo vont vite s'éteindre.
Voilà, j'ai répondu à vos questions. On se dit à bientôt. Merci, merci, merci beaucoup de votre soutien. Je sais que la majorité d'entre vous, vous êtes déjà des amis de Cacahuète. Essayez de convaincre des amis autour de vous parce qu'encore une fois, loin des grosses sommes qu'on peut recevoir de gros partenaires qui nous permettent évidemment de sécuriser de la forêt, ce dont on a le plus besoin, c'est beaucoup d'amis de Cacahuète, des petits dons mais réguliers qui nous assurent la pérennité de tous nos projets. Voilà, merci, merci encore et on se dit à bientôt. Merci.